Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un préparatif de l'examen PMP, Project Management Professionnel. Donc, on va à chaque fois, dans chaque vidéo, on va prendre un ensemble de questions. Bien sûr, ils sont basés sur le PMBOK, donc le guide de gestion de projet. Donc, ce préparatif est dédié pour les ingénieurs de gestion de projet qui souhaitent avoir la certification PMP. Donc, pour chaque question, on va l'analyser, on va l'expliquer bien sûr. Donc, la première question, c'est concernant le chemin critique, bien sûr, dans la gestion de projet. Il est utilisé pour déterminer les ressources nécessaires au projet, la durée totale du projet, les tâches qui peuvent être retardées sans impacter le projet, les coûts associés à chaque activité. Donc, analysons cette question. Donc, le chemin critique, c'est la durée totale du projet. C'est lui qui détermine la durée globale du projet. Donc, la réponse, c'est 2. Et bien sûr, pour mieux expliquer, donc le PMP, généralement, il donne 3 ou 4 questions et généralement ils sont similaires. Donc il faut choisir le best one comme réponse. Donc généralement on trouve 2 similaires, mais il faut choisir le best one. Question 2, concernant le process group, généralement les questions, ça concerne soit la communication dans le cadre de gestion de projet, soit le process group, soit bien sûr l'intégration, soit la gestion de risque, soit la gestion de conflit, soit... Donc il touche ces éléments-là. Donc la deuxième question, vous êtes chef de projet, une des parties prenantes clés conteste une décision importante. Quelle est votre première action? Donc toujours la question, quelle est votre première action? Quelle est la première tâche à faire? Donc the best one. La première réponse est, est-ce qu'on va mettre la décision en attente jusqu'à une nouvelle discussion? Donc là, c'est à annuler. Donc toujours la partie prenante, c'est le client. Donc il représente, c'est le client, c'est parmi les membres du client. Référer le problème au sponsor du projet, c'est à éviter, toujours à éviter. Donc toujours, il faut chercher à négocier et évaluer l'impact. Dans un premier temps, il faut toujours évaluer et négocier. Troisième réponse, revoir le registre des parties prenantes pour mieux comprendre ses attentes. On va mettre cette réponse en attente. Communiquer avec la partie prenante pour clarifier et résoudre le problème. Donc ça, c'est le best one. La meilleure réponse, c'est le quatrième. Voilà. Toujours, il faut communiquer, négocier, voir avec la partie prenante au lieu de prendre une décision erronée ou qui n'est pas correcte. Donc une explication rapide, une communication efficace est essentielle pour résoudre les conflits. Voilà. Donc troisième question concernant le Monitoring and Controlling Process Group. Donc le Earned Value Management EVM indique un Cost Performance Index CPI de 0,85. Que cela signifie-t-il? Donc dans la gestion de projet, il y a 2 indicateurs très importants. Il y a le CPI, l'index en budget, et le SPI, l'index en délai. Donc si l'indicateur il est supérieur à 1, par exemple le CPI est supérieur à 1, donc je ne suis pas en dépassement du budget, je suis en avance du budget. Si le SPI est supérieur à 1, donc je suis pas en retard, donc je suis en avance. Donc là, le CPI, c'est le budget, donc là, je suis en retard, donc le projet est en retard, donc le quatrième dépasse, donc là, je suis en budget, pardon, donc là, le projet dépasse le budget. Donc voilà pourquoi, parce que je suis en 0,85, je suis inférieur à 1. Voilà. Donc l'explication, bien sûr, on a EV, le CPI est égal à EV sur AC, donc le Earned Value Management sur
bien sûr l'actuel cost. Donc là, ce que j'ai acquis est inférieur à l'état actuel. Voilà, donc le CPI est inférieur à 1. Quatrième question, Closing Process Group. Quelles actions sont nécessaires pour fermer un projet? Donc, soit valider les livrables et libérer les ressources, archiver les documents du projet et faire un audit des performances. Oui. Bon, je vais mettre cette réponse en attente. La première aussi à mettre en attente. Obtenir l'approbation formelle des parties prenantes et documenter les leçons apprises. Oui, pourquoi pas. Toutes les réponses, c'est dessus. Donc là, avant de clôturer le projet, je dois valider les livrables et libérer les ressources, bien sûr, archiver les documents et obtenir l'approbation formelle des parties prenantes et documenter les leçons apprises, bien sûr. Donc la réponse, c'est le quatrième. Toutes les réponses, c'est dessus. Voilà, cinquième question, donc la gestion du risque. La gestion du risque, elle est très importante dans la gestion du projet. Il y a plusieurs questions PMP dans la gestion du risque. Et bien sûr, il y a plusieurs méthodes de gestion de risque. Il y a les matrices, impact, probabilité. Donc, on va voir dans chaque question, on va voir l'application de ces méthodes. Donc, lors de l'analyse qualitative, donc l'analyse qualitative des risques, quelle technique est utilisée pour prioriser les risques? Voilà. Donc, la première chose, la simulation de Monte-Carlo, diagramme de Pareto, matrice de probabilité et d'impact, arbre décisionnel. Donc, le mot-clé ici, c'est prioriser. Prioriser les risques. Donc, pour prioriser les risques, l'outil, bien la méthode la plus efficace, c'est la matrice de probabilité et d'impact pour prioriser le risque. Donc, la simulation de Monte-Carlo, non. Le diagramme de Pareto, non. Et l'arbre décisionnel, non. Voilà, donc, la matrice de probabilité et d'impact. Voilà. Sixième question. Votre équipe travaille sur une activité critique. Cependant, une pénurie de ressources entraîne un retard. Quelle stratégie appliquez-vous pour minimiser les impacts sur la date de fin? Donc, je viens euh, de perdre une partie de ressources sur mon projet que je dois faire alors que le projet bientôt va finir. Revoir le périmètre pour réduire les exigences. Donc ça, c'est à éviter, surtout à éviter. Appliquer la compression des délais. Donc je vais laisser ça en attente. Ajouter plus de ressources au projet. Oui, pourquoi pas, je vais laisser cette réponse en attente. Demander un changement de la date de fin. Donc ça, surtout, ne pas faire ça avec le client. Donc à éviter la première et la quatrième. Donc, parmi les deux réponses, est-ce que je peux appliquer la compression ou ajouter des ressources? Quelle est la best one? Donc, l'application de la compression des délais, oui, l'ajout de plus de ressources, il va comme impact ajout de coûts. Parce que je vais ajouter d'autres coûts supplémentaires au projet. Et bien sûr, ajouter des coûts, c'est pas préférable dans la gestion de projet. Appliquer la compression, c'est la bonne réponse du délai. Voilà. Donc, comme explication, pour la compression de délai, il y a des méthodes en gestion de projet qui s'appellent, par exemple, il y a le fast tracking et le crashing. Donc, pour permettre, minimiser les retards tout en respectant le périmètre et les objectifs du projet. Donc, il y a des risques dans ces méthodes, mais quand même, il n'y a pas de coût supplémentaire. Voilà. Donc là, c'est une septième question en communication management. Voilà.
Quelle est la meilleure méthode de communication pour résoudre un conflit complexe entre plusieurs parties prenantes? Donc, si j'ai plusieurs parties prenantes en conflit, donc qu'est-ce que je dois faire? Moi, j'ai un projet, je suis l'entreprise qui exécute un projet et est-ce que je dois, la bonne question, est-ce que je dois, la bonne réponse, est-ce que je dois faire un rapport détaillé envoyé par mail, une réunion en face à face ou virtuel? Donc, la première question, bon, c'est à éviter. Une réunion en face à face ou virtuel, oui, pourquoi pas. La troisième réponse, un tableau de bord partagé en temps réel, non. Une conversation informelle, non. Surtout à éviter les discussions informelles avec les clients, les parties prenantes. Donc la bonne question dans ce sujet de communication, surtout qu'il y a des parties prenantes en conflit, c'est une réunion en face à face. C'est une discussion. Voilà. Donc voilà, pour résoudre des conflits complexes, une communication interactive est plus efficace car il permet un échange immédiat et clair ainsi que la gestion des malentendus en temps réel. Question 8, toujours dans la gestion des risques. Lors de l'identification des risques, quelle est la différence entre risques individuels et risques globaux du projet? Donc, comme vous savez, pour les gens qui font la gestion de projet, la méthode prédictive et pas l'agile, donc j'identifie les risques, tous mes risques. Lors de la planification du projet, je fais l'identification de chaque risque et je fais l'action à faire pour ce risque. Voilà. Donc, ce risque est identifié, donc euh, c'est pas un nouveau risque qui apparaît, mais c'est un risque qui est déjà identifié dans la phase de planification. Donc, les risques individuels affectent les livrables spécifiques, tandis que les risques globaux affectent le projet dans son ensemble. Donc, je vais garder cette réponse en attente. Deuxième réponse, les risques globaux sont toujours positifs alors que les risques individuels sont négatifs. Je ne vois pas d'intérêt dans cette réponse. Donc, toujours, il faut commencer par éliminer les réponses qui ne sont pas, qui sont illogiques et garder les réponses qui sont logiques et les bonnes réponses. Les risques individuels peuvent être ignorés si leur impact est faible, tandis que les risques globaux doivent toujours être traités. Non, non, je vois pas d'intérêt, c'est incorrect. Quatrième réponse, il n'y a pas de différence entre les deux, ce sont des termes interchangeables. S'il y a une différence, donc je vais éliminer les trois réponses et je vais bien sûr répondre avec la première en attente. Donc la réponse correcte, c'est les risques individuels affectent les livrables spécifiques, tandis que les risques globaux affectent le projet dans son ensemble. Voilà, donc une petite explication. Les risques individuels concernent des aspects spécifiques du projet, comme un délai ou une tâche. En revanche, les risques globaux sont liés à des facteurs externes qui pourraient affecter la capacité à atteindre les objectifs du projet. Neuvième question. Lors de la planification de la gestion des risques, quel document clé est utilisé pour définir comment les risques seront identifiés, analysés et surveillés? Donc, toujours les risques identifiés dans la phase planification. On doit bien sûr, on doit mettre les actions à faire pour chaque risque et ils sont tous enregistrés dans, bien sûr, dans un document. Quel est, quel est ce document? Première réponse, risque registre. Je vais garder cette réponse en attente. Risk Management Plan. Oui, je vais garder cette réponse en attente. Issue log, non, non, c'est pas un risque. Stakeholder Engagement Plan. Donc la partie prenante, le plan d'engagement de partie prenante.
Non, c'est à éliminer les deux dernières réponses. Donc, soit Risk Register ou Risk Management Plan. Donc, le document, la bonne réponse, c'est le Risk Management Plan. Pourquoi? Donc, le Risk Management Plan, c'est lui qui définit les processus, outils et techniques qui seront utilisés pour gérer les risques tout au long du projet. Il fournit une stratégie pour identifier, analyser, répondre et surveiller les risques. Donc voilà. Donc le risque register, il n'a pas les outils et techniques qui sont utilisés pour gérer les risques tout au long du projet.